Bonjour à tous et à toutes. J'attends peut-être que les dernières personnes s'installent, n'hésitez pas, il reste des places un petit peu ici et un petit peu là. Voilà. Commençons par remercier, une fois n'est pas coutume, la maison d'édition nantaise Jocasseria qui nous permet, à nous autres lecteurs francophones, de découvrir une partie de l'œuvre poétique d'Anne Lauterbach. Née à New York, Anne Lauterbach est poète et essayiste. Elle a publié plusieurs recueils de poèmes, travaillé dans des galeries d'art à Londres et à New York. Elle enseigne aussi au Bard College, également à New York. Dans ce recueil, alors que j'ai là, sous la main, dans ce recueil, Alice en Terre-Veine et autres poèmes, traduits par Maï Trehi et Nicolas Pesquès, plusieurs poèmes écrits entre 1997 et 2013, accompagnés d'ailleurs par l'éclairante postface de Nicolas Pesquès. Le dernier de ces poèmes a pour titre « Tâche, ouvrir ». Alors ouvrons. Ouvrons le recueil sur un long poème en prose dont le titre hybride, Alice en Terre-Veine, évoque Lewis Carroll et T.S. Eliot. Alice tombe en bas des marches dans un bain de mots. Elle y rencontre toutes sortes d'animaux. Quand une voix venue d'outre-temps tombe, les questions d'Alice pleuvent. J'en ai compté 128. De cette prose poétique naîtront larmes, rires et réflexions. Tâche ouvrir, alors ouvrons sur le texte suivant. Un clown, des couleurs, une poupée, ses aventures, une chanson, une critique au clair de lune. Titre en forme de liste où dialogue un pantin et une poupée. Petit extrait. De là, on observe le ciel, bien que les rideaux soient tirés. Voir, se voir, savoir. Tâche ouvrir, alors ouvrons sur 3 autres poèmes plus resserrés, faisant écho aux œuvres de l'artiste land art Robert Smithson, écho à Giotto, et comme nous l'entendrons dans quelques instants, écho au triangle de Malevich. Chez Anne Lauterbach, l'écriture se fait art, plastique, elle se dilate, se contracte, s'agglutine, puis de nouveau se diffracte. La 4e de couverture nous invite à rattacher Anne Lauterbach à l'école de New York. La rattacher, oui, mais à condition d'en faire un électron libre. J'aime bien cette image d'électron libre. Dans ses textes, l'auteur nous propose une poétique de l'expérience, oscillant entre onirisme et réalisme, passant de prose en poésie, rebondissant entre pensée et réflexion, lecture et écriture, fiction et témoignage. Chez Anne Lauterbach, la pensée se matérialise en langage qui lui-même s'endurcit à l'épreuve de l'écriture. Le parler endosse l'armure de l'écrit. Et à chaque rebond de l'électron, la paroi est percutée, cognée, commée. L'espace entre les parois se dilate, se déforme, il s'ouvre. C'est dans cette ouverture qu'apparaît sa poésie. Tâche ouvrir, alors ouvrons sur le dernier poème du recueil, au titre éponyme. Ce titre rassemble une 40aine d'écrits, rédigés parfois en écho à ses auteurs de chevet, dont Emerson, Dickinson, Wittgenstein, Deleuze et Beckett. Quand j'ai reçu le livre aimablement prêté par la Maison de la Poésie pour la rencontre d'aujourd'hui, je l'ai ouvert, au hasard. Et je suis tombé sur une double page, tachée, doublement tachée. Suivant ces 2 taches jumelles se faisant face sur les 2 pages, mes yeux ont suivi une ligne imaginaire, expérience de lecture de type cut-up entre les textes 37 et 38, ce qui a donné ceci. Le mot
séparés, flottent dans l'air. Petit reste de conversation, arc fantôme, zippant la terre, ouvre-le. Merci de sonoriser le passage de mes yeux de la page 37 à la page 38, qui arrive donc sur le bout de texte suivant. Si, par exemple, j'aime un tableau de Philippe Guston, Joe Brennart ou d'Amy Silman, cet amour est-il en partie animé du désir de le posséder? Mais alors je dirais, avec John Dewey, que l'expérience est une forme de possession, quelque chose que l'on a en propre. J'éprouve de l'amour pour quelque chose ou pour quelqu'un et cet amour est ce que je possède, pas son objet. Je vais sous peu redonner mon exemplaire à la Maison de la Poésie, je ne le posséderai donc plus, mais sans doute resterai-je possédé, gardant l'expérience de sa lecture. Chère Anne, si vous le voulez bien maintenant, notre tâche ouvrir, alors je vous en prie, ouvrez la voie, nous vous suivons. Bonjour. Merci. Je regrette un peu de français, mais je comprends beaucoup. Merci. Should I start? What? Should I begin? Oui, ok. Alors, pardon, oui, nous allons faire une lecture en bilingue. D'abord les textes lus par Anne et ensuite moi je lirai leur traduction en français. Moi. Oui. Alice in the Wasteland is the beginning. Alice was beginning to get tired, sitting with spring rain on the bank in forgetful snow. She thought, "It is too dark to see anything." Then she began to wonder about the meaning of anything and the meaning of nothing, and in what ways any and no were alike. She said to herself, "I cannot see anything," and then, "I can see nothing," and thought they amounted to the same thing and wondered why two ways of saying the same thing were needed. "If only," she began, and fell asleep. It is soiled, possibly bloody, the dark. At night there are cries of the suddenly dying, a rabbit, a hen. The fox went out on a chilly night. He prayed for the moon to give him light. The tune leaked into the air like ink into paper. In her dream, Alice is falling downstairs into a tub of words. The thing is pushed forward. It is cold, monosyllabic, so nameless as, say, animals are, unless. These stray unlessnesses avert attention. They give solace to it, but it remains a nameless thing, cordoned into consciousness as if being could withstand it. The nomenclature of the not living is an it. It, said the soldier, torturing his captive. It. So let us have the white rabbit. Let us have this hurrying near. Let us, among the constancy of living and its images, begin. "I am broke," says the white rabbit, hurrying to the bank. The white rabbit in the red has no redress. Naked as a jaybird, the white rabbit lamented, soon to be a jailbird. "But what is the color of chaos?" Alice suddenly asked. "Gray," the white rabbit replied, looking up at the sky, "like a sock." "But there are always two socks and only one chaos," Alice said. "Colors and numbers are not the same kind, answered the rabbit, somewhat impatiently, almost knowingly. "How did you find a gray sock in the sky?" Alice continued.
The cloud's contour, don't you see? No, Alice replied. I see only a gray cloud. I do not see a sock. But then she added, perhaps I live in a gray sock. Perhaps this hole is a sock into which I have fallen. The white rabbit disappeared as Alice was considering this possibility, so she was left without a rejoinder in the solitude of conjecture. Alice thinks something about eliminating the desire for revenge. Alice was caught in the radiance of the not yet knowable. This, she thinks, drifting must be the feeling of being young. She could not say, in the radiance of the not yet knowable, which seemed now a reason for youthful sorrow. Alice commençait à se fatiguer d'être assise sous une pluie de printemps sur la berge où s'oubliait la neige. Elle pensa « Il fait trop noir, on y voit moins que rien ». Puis elle se mit à réfléchir au sens de « moins que rien » et au sens de « rien » et en quoi rien et moins que rien étaient semblables. Elle se dit « J'y vois moins que rien », puis « J'y vois rien ». Elle pensa que cela revenait au même et se demanda pourquoi on avait besoin de deux façons de dire la même chose. Si seulement, commença-t-elle et s'endormit. C'est sale, peut-être sanglant, le noir. La nuit, il y a les cris de ceux qui meurent soudain, un lapin, une poule. Le renard sortit par une nuit glacée, il pria que la lune le vienne éclairer. Le refrain s'infiltra dans l'air comme de l'encre dans du papier. Dans son rêve, Alice tombe en bas des marches dans un bain de mots. La chose est mise en avant, elle est froide, non symbolique, donc sans nom, comme le sont, disons, les animaux, à moins que, égarés détournent l'attention, ils la soulagent. Mais elle demeure la chose sans nom, logée dans la conscience, comme si être pouvait la tolérer. La terminologie du non-vivant est un « ça ». Espèce de ça, dit le soldat, torturant son prisonnier, ça, ça, ça. Voyez un peu le lapin blanc. Voyons cette urgence proche. Voyons au cœur de la constance du vivre et de ces images le commencement. Je suis fauché, dit le lapin blanc en courant à la banque. Le lapin blanc est dans le rouge, il en rougit, est sans recours, nu comme un ver, se lamenta le lapin blanc, bientôt sous les vers roux. Mais quelle est la couleur du chaos ? Demanda soudain Alice. Grise, répliqua le lapin blanc, en levant les yeux au ciel, comme une chaussette. Mais il y a toujours deux chaussettes et un seul chaos, dit Alice. Couleurs et nombres ne sont pas de même nature, répondit le lapin, non sans agacement et presque doctement. Comment as-tu trouvé une chaussette grise dans le ciel ? Poursuivit Alice. Le contour des nuages, tu ne vois pas ? Non, répliqua Alice. Je ne vois qu'un nuage gris, je ne vois pas de chaussette. Mais alors, ajouta-t-elle, peut-être que je vis dans une chaussette grise, peut-être que ce trou est une chaussette dans laquelle je suis tombée. Tandis qu'Alice considérait cette possibilité, le lapin blanc disparut, la laissant sans réplique, seule avec sa conjecture. Alice songe à quelque chose qui supprimerait le désir de vengeance. Alice était prise dans l'éclat du non encore connaissable. Elle laisse flotter sa pensée. Elle se dit que ça doit être ça, se sentir jeune. Elle ne pouvait prononcer dans l'éclat du non encore connaissable qui lui semblait à présent la cause d'un chagrin juvénile. Why do shadows get longer? Alice asked no one in particular. It must have to do with the angle of light, she answered herself, but this answer did not make her feel confident. The question lingered anyway and was added to by another. Does everyone know how to tell the difference between a shadow and a thing?
The thin trunks of the trees had bent and crossed over the path. Could one climb a shadow, she wondered? Some can, came the answer out of the evening. Who are you? Who or what, came the answer. Don't answer a question with another question, Alice said crossly. Why not? It isn't right, she said, not knowing why not. A right angle, commented the voice. A right angel? Alice couldn't quite hear. Yes, a right angel is something that can climb a shadow. At that moment, the shadows of the trees disappeared. Alice continued down the path. She said the word path aloud. Then she wondered if a path was related to pathetic. Pathos, she heard in the distance, somewhere above. What is that, she asked. A bear. A what? A bear. An emotional bear. On that hill? That dark shape? No, that's a shadow. And that? A bird. What sort of bird? An eagle. I don't think so, said Alice. I think it is a bunch of brown leaves skimmed by light. The leaves flew away, their wings clutching the failing day. Pourquoi les ombres s'allongent-elles ? Demanda Alice à la cantonade. Cela doit être en raison de l'angle de la lumière, se répondit-elle. Mais cette réponse ne la rassura pas. Enfin, la question resta en suspens et une autre vint s'y ajouter. Est-ce que tout le monde peut dire la différence entre une ombre et une chose ? Les arbres, au tronc mince, s'étaient inclinés en travers du sentier. Pourrait-on grimper sur une ombre ? Se demanda-t-elle. Certains le peuvent. La réponse vint du soir. Qui es-tu ? Qui ou quoi ? Dit la réponse. Ne réponds pas à une question par une autre, dit Alice fâchée. Pourquoi pas ? Ce n'est pas juste, dit-elle, sans savoir en quoi. Un angle droit, commenta la voix. Un ange adroit ? Alice n'entendait pas très bien. Oui, un ange adroit est quelque chose qui peut grimper sur une ombre. À ce moment, l'ombre des arbres disparut. Alice continua à descendre la sente. Elle dit tout haut le mot « sente ». Elle se demanda ensuite si « sente » avait un rapport avec « sentimental ». « Sentiment », entendit-elle au-dessus d'elle dans le lointain. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Alice. « Un ours ? Un quoi ? Un ours ? Un ours émotif sur une colline ? Cette forme sombre ? Non, ça, c'est une ombre. Et ça, un oiseau. Quelle sorte d'oiseau ? Un aigle ? Je ne le crois pas, dit Alice. Je crois que c'est un bouquet de feuilles brunes frôlées par la lumière. Les ailes accrochées au jour défaillant, les feuilles s'envolèrent. Alice had spent most of that day reading. It had been raining, more or less. The book she was reading was absorbing. It absorbed her, so she did not think about the rain, but let it fall on and around and beyond and outside of her. The pages of the book became wetter and darker until she could hardly turn them without tearing off a soggy slice. When she finished the book, she felt lonely. Why can't we see time, she wondered, the way we can see space? The book had carved another time into time. That isn't true, she thought inwardly. One cannot carve time. No, but perhaps, said the insolent, instructing voice, one can crave it. Crave rhymes with grave, Alice said after some moments. I know, the voice answered. Alice continued down the path. She did not think the voice friendly, partly because of what it said and partly because it was attached to invisibility. Are you a ghost? She asked suddenly. Maybe. If you are, then whose? No one you knew. How did you die? I don't remember. Alice was silent for a long time. Are you in heaven?
For response, a great rushing sound, and the tops of the trees began to thresh back and forth as if violently weeping, and there seemed to be water pounding over itself like a huge crowd trying to escape through a narrow hall. Alice decided this demonstration was cheaply cinematic and that she would not pay any further attention but would take refuge in another book. She sat down under a tree and read. April is the cruelest month. She stopped and considered what an odd observation this was. Alice had thought a lot about the idea that some things happen because someone intended them to happen, while other things happen seemingly free of anyone's volition at all. She continued to read, hoping to find out why April is cruel. "You don't get it," the voice said in a loud whisper into her left ear. "You are rude and abrupt," Alice snapped. "It isn't intent, it's a comparison." "What is?" "April's cruelty." "A comparison to what?" "To the other 11 months. It is like the unkindest cut." "You aren't making sense." Alice avait passé presque toute la journée à lire. Il avait plu, plus ou moins. Le livre qu'elle lisait était passionnant. Il la passionnait, aussi ne pensait-elle pas à la pluie, mais la laissait tomber sur et autour, au-delà et en dehors d'elle. Les pages du livre se mouillèrent et brunirent jusqu'à ce qu'elle ne puisse qu'à peine les tourner sans en déchirer un bout détrempé. Quand elle eut fini le livre, elle se sentit seule. « Pourquoi ne voyons-nous pas le temps ?» s'étonna-t-elle, « comme nous voyons l'espace ?» Le livre avait dessiné un autre temps dans le temps. « Ce n'est pas vrai, se dit-elle in petto, on ne peut pas dessiner le temps. » Non, surgit la voix insolente et autoritaire, mais sans doute peut-on le désirer. Désir rime avec gésir, dit Alice après un temps. Je sais, répondit la voix. Alice poursuivit son chemin. Elle trouvait la voix inamicale, en partie pour ce qu'elle disait, en partie parce qu'elle était liée à l'invisible. « Es-tu un fantôme ?» demanda-t-elle soudain. « Peut-être. »« Si tu l'es, alors de qui ? » ?»« Nul que tu aies connu. »« Comment es-tu morte ? » ?»« Je ne m'en souviens pas. » Alice garda longtemps le silence. « Es-tu au paradis ?» Pour toute réponse, une bruyante ruée, et la cime des arbres se mit à fouetter l'air comme prise de violents sanglots, et on aurait dit que de l'eau cascadait sur elle-même, telle une cohue énorme tentant de fuir par un passage étroit. Alice trouva que cette démonstration était du mauvais cinéma et qu'elle n'y prêterait plus aucune attention, mais se réfugierait dans un autre livre. Elle s'assit sous un arbre et lut. Avril est le mois le plus cruel. Elle s'arrêta et songea que c'était une étrange remarque. Alice avait beaucoup réfléchi à l'idée que certaines choses se produisent parce que quelqu'un a voulu qu'elles se produisent, alors que d'autres, semble-t-il, arrivent sans la volonté de quiconque. Elle poursuivit sa lecture dans l'espoir de découvrir pourquoi Avril est cruel. « Tu n'y es pas », souffla la voix très fort dans son oreille gauche. « Tu es brusque et grossière », rétorqua Alice. « Ce n'est pas une intention, mais une comparaison. » « Quoi donc ? La cruauté d'Avril. » Alice has other adventures later. Les autres choses later. Mais maintenant, je lis un poème, Contradiction de Alice. Bon? Un, deux, trois parties? Oui, oui. So I will read one and then you one and two and two. Yeah, okay. Triangles and Squares, Gustin Malevich. 1.
Age willow, approach the normal. She's leaving. She has turned her back. Not yet abysmal, thwarted, going forth away, and the scene hard not to miss coming down the aisle, triangular, 2 women and a man, hood, pyramid. We have seen this shape in space. The stars invent it. There were furies, too, in her stripped descent before the blockade. She came down frontally, and the 3, the subtle dementia, forget its origin. Green will set it aflame, quash the dissonant hulk. The triangle grips its tilt in the neighborhood of siblings, their secrets, so that doubt itself becomes form. Shoe, heel, shoe, spiral confession follows a dotted line. Talk about green salvaging the crude vicissitude of steady shapes, discover the horizons, rubble of butts. There will be surprise now in going away after they reach the floor prize of the incipient link, although things continue to swell beyond their geometry and we continue to be afraid. This would be bald in the face of the critic, the embedded brush spitting. Some spurious indictments occur followed by redemptive privilege. Could they be counted? Have the steps been counted? Triangles et carrés, Guston Malevich. 1. Larme de Saule. Approche-toi de la normale. Elle part. Elle a tourné le dos. Pas encore catastrophique, contrariée, s'en allant loin là-bas, et la scène. Difficile de ne pas la rater descendant l'allée triangulaire, 2 femmes et un homme, capuche, pyramide. Nous avons vu cette forme dans l'espace. Les étoiles l'inventent. Il y avait aussi des furies dans sa descente déshabillée avant le blocus. Elle descendit le front et les 3. La légère démence oublie son origine vers, l'enflammera, cassera l'épave dissonante. Le triangle serre, s'agite. Dans le voisinage de la fratrie, leur secret, en sorte que le doute lui-même devient forme. Godillot, Croquenot, confession en spirale suit une ligne pointillée. Parle du ver, qui récupère les vicissitudes sommaires des formes stables, découvre un horizon de débris de mégots. Ce sera surprenant maintenant de s'éloigner après qu'ils auront atteint la valeur de base d'un protolien, bien que les choses continuent de grossir au-delà de leur géométrie. Et nous continuons d'avoir peur. Ce serait sec face à la critique, crachat du pinceau engagé, surviennent quelques fausses accusations suivies d'un privilège rédempteur. Serait-il compté? A-t-on compté les pas? 2. Cohort under sky, teeter the mongrel cat, teeter reliance. Upriver the spoon catches a glint, eyebrow moon-bugged, the woman asking about happiness as if it were how. I should begin. Parle. Encore. Cohort under sky, teeter the mongrel cat, teeter reliance, upriver the spoon catches a glint, eyebrow moon-bugged, the woman asking about happiness as if it were how. Dealing out the days, 1, 2, 3, the double play jeopardy of underwritten love, asleep under the line in a cartoon bed. All loosely knit, nearby a keg ready to go, thump, thump the display, thrum the old beat, sleeping against the grain of the mildewed plank, where the adventure went amiss, where the story got lost as she stood on the burning deck like an angel on film, comes to an end, disestablished path, maybe baby, token analytic muse in the glove compartment. 2. Cohorte sous le ciel, titube le chat de gouttière, titube la confiance en amont, la cuillère capte un reflet, sourcil,
l'une sur écoute, la femme s'enquérant du bonheur comme si c'était, comment, répartissant les jours, 1, 2, 3, le double jeu, danger de l'amour sous garantie, endormi sous le trait dans un lit de bande dessinée, tout négligemment cousu, non loin d'un tonneau, près de tomber, bim bam, le déballage, boum, le vieux beat endormi, à même le grain de la planche moisie, où l'aventure a dérapé, où l'histoire s'est perdue, tandis qu'elle se tenait sur le pont en flammes comme un ange au cinéma, touche à sa fin, chemin divisé, maybe baby, muse analytique de service dans la boîte à gants. Bravo. 3. The roses are desolate in their insufficient arrangement. The subject grows old. The subject may or may not be roses. A matter of toes, of the small bones in the fingers, torque of hip, the face down, abrasive voice collapsing into the lover's ear. The women frail, not listening to praise. There is not enough to undo the arrangement in the jar, the certitude of the arrangement in the pastel jar. The meadow will not come forth from the meadow. Adjacency falters at the supplicant's will. It, the meadow, embodies only space, crouching and malingering there, the diatribe of the unmolested in its manifest lust. Yes, come, yes, go, yes, die, yes, the pretty fern, yes, the geometric sun, yes, the line of abstraction, oh, yes, monster ambition flourishing, violent inhuman field, annealed to the human. Road, blue house, sign. The threesome is neat. Love moves easily among its angles. The fourth part is absent. We reject its shape. The fourth part rolls down the coast. Malevich refutes it. Follow along the signs of its elision. The square was only a boy with his knapsack, a woman crossing the path. 3. Les roses se désolent de leur composition imparfaite. Le sujet a vieilli. Le sujet peut ou ne pas être les roses. Une question d'orteils, de petits os des doigts, torsion de hanches, visage baissé, voix acerbe venant mourir dans l'oreille de l'amant. Les faibles femmes sourdes à la louange, il n'y a pas de quoi défaire la composition dans le vase. La certitude de la composition dans le vase au pastel. La prairie ne viendra pas de la prairie. La proximité hésite devant la volonté du suppliant. Elle, la prairie, n'incorpore que l'espace qui, là, s'écrase et feint l'infirmité. La diatribe de l'épargner dans son désir manifeste. Oui, viens, oui, va, oui, meurs, oui, la belle fougère, oui, le soleil géométrique, oui, la ligne d'abstraction, oh oui, monstre d'ambition florissante, violent chant inhumain confortant l'humain. Route, maison bleue, signe. Le trio est bien rangé. L'amour se déplace aisément d'un angle à l'autre. La quatrième partie manque. Nous rejetons sa forme. La quatrième partie dévale la pente. Malevich la réfute. Suivons le tracé des signes de son élision. Le carré n'était qu'un garçon avec son sac à dos, dont une femme croise le chemin. Merci. Merci. Alors, dans quelques instants, vous pourrez retrouver Anne Lauterbach et Véronique Pitolo, juste de l'autre côté de la porte, pour une rencontre dédicace, donc à l'espace librairie.
Et puis ensuite, il y aura à 18h30, ici même, une lecture-concert de Rosalie Bribe et Xavier Gignoux. Voilà, bonne fin de soirée et bonne fin de festival. Merci.